mon cœur amoureux, dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Oui. Qu'il arrive ce matin même. Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier. Oui. Avec une fille du seigneur Géronte. Du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela. Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle. De votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre. Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Ah, parle si tu veux, il ne te fait point de la sorte arracher les mots de la bouche. Qu'ai-je à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous. Et j'aurais bon besoin que l'on me conseille à moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Je ne le suis pas moi. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien et plût au ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Oh ciel! Par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Ah, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Et quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce, seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est cela? Je vous vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je la sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me sont impossibles quand je m'en veux mêler. Et j'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire, sans vanité, qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Oh, une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice. Oui, elle en usa fort mal avec moi, et je me dépiquais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Basta! Ne laissez pas de me conter votre aventure. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Je sais cela. Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères. Moi sous la conduite de Sylvestre et Léandre sous ta direction. Ouais, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune Égyptienne dont il devint amoureux. Je sais cela encore. Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et me mena voir cette fille que je trouvais belle à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce, me louait son esprit et me parlait avec transport des charmes de son entretien, dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querellait quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait dire et
me blâmer sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Hé! Je ne vois pas encore où tout ceci veut aller. Un jour, que je l'accompagnais pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins que d'être insensibles, nous en serions touchés. Où est-ce que tout cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante assistée d'une servante qui faisait des regrets et d'une jeune fille toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on ne puisse jamais voir. Ah ah! Oh, une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habit qu'une méchante petite jupe avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaines et sa coiffure était une cornette jaune retroussée au haut de sa tête qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules et cependant, faite comme cela, elle brillait de mille attraits et ce n'était qu'agrément et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Si tu l'avais vu, Scapin, en l'état que je dis, tu l'aurais trouvé admirable. Oh, je n'en doute pas. Et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer une grâce touchante et sa douleur était la plus belle du monde. Je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère et il n'y avait personne qui n'eût l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant. Et je vois bien que ce bon naturel-là vous la fit aimer. Ah, Scapin, un barbare l'aurait aimé. Assurément, mais le moyen de s'en empêcher. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Et, demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué de la froideur avec laquelle il m'en parlait et je ne voulus point lui découvrir l'effet que ses beautés avaient fait sur mon âme. Si vous n'abrégez ce discours, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, conjure, supplie, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien, est sans appui et de famille honnête. Et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Maintenant, mais avec cela, le retour prévu du père qu'on n'attendait que dans 2 mois, la découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage et l'autre mariage qu'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eue d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? Vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. C'est bien là de quoi se tenter l'armée. Mais n'as-tu pas de honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Que diable! Te voilà grand et gros comme père et mère, et tu ne saurais trouver dans ta tête, forgé dans ton esprit, quelques ruses galantes, quelques honnêtes petits stratagèmes pour ajuster vos affaires. Que diable! Peste soit du butor! Ah, je voudrais bien que l'on m'eût donné autrefois nos vieillards à duper. Ah, je les aurais joués tous deux, par-dessous la jambe. Et je n'étais pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par 100 tours d'adresse jolie. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents et que je n'ai pas l'esprit comme toi de me brouiller avec la justice. Voici mon aimable Hyacinthe. Est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier?
belle Hyacinthe. Et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? N'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Ah oui, Octave. Je suis sûre que vous m'aimez. Mais je ne suis pas que vous m'aimiez toujours. Peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre. Et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc point fait comme celui des autres hommes. Et je sens bien, pour moi, que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter mon pays, et le jour même s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez point, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent. Et je ne les puis voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs. Et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai, assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi. Et je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait bien, s'il le voulait, nous être dans tous nos besoins d'un secours merveilleux. Non, j'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort, tous deux, peut-être... Ah, s'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous? Ne me dites-vous rien? Je vous conjure, à son exemple, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Oh, crois que... Chut. Allez-vous-en. Et soyez en repos. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté la mort de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance et j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Oui, c'est pour cela qu'il faut se montrer ferme au premier choc, de peur que sur votre faiblesse, ils ne prennent le pas de vous mener comme un enfant. Là, tâchons de vous composer par étude un peu de hardiesse et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il vous pourra dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Ça, essayons un peu. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Alors, la mine, résolue. Ouais. La tête haute. Les regards assurés. Oui. Comme cela? Non. Non, encore un peu. Non, davantage. Ainsi. Bon,
Imaginez-vous que je suis votre père qui arrive, et répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Comment, Brodard? Réponds, Marot, fils indigne de père comme moi! Oses-tu bien paraître devant mes yeux après tes bons comportements, après le lâche-tour que tu m'as joué pendant mon absence? Est-ce là le prix de mes soins, Marot? Est-ce là le prix de mes soins? Le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves? Allons donc. De l'insolence! Réponds! De t'engager sans consentement de ton père! De contracter un mariage clandestin! Réponds-moi, coquin, réponds-moi! Voyons un peu tes belles raisons! Voilà! Que diable! Vous demeurez interdit! C'est que j'imagine que c'est mon père que j'entends. Mais oui, et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution. Assurément. Et je répondrai fermement. Assurément. Oui. Voilà votre père qui vient. Oh ciel! Je suis perdu! Là, Octave! Demeurez! Octave! Le voilà enfui. Quelle pauvre espèce d'homme, hein? Là, ne laissons pas d'attendre le vieillard. Que lui dirais-je? Laisse-moi dire, moi, il ne fait que me suivre. A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà appris l'affaire. Et elle lui tient si forte en tête que tout seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Ah, celui-là, c'est pour affaire. Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne m'en donneront point à garder. Ne jurons de rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Qui pourvoiront. Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonné s'il m'oubliait. Vous voilà donc. Sage gouverneur de famille. Beau directeur de jeunes gens. Ah, monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière. Et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous vous portez bien, à ce que je vois. Fort bien. Tu ne dis mot, coquin. Votre voyage a-t-il été bon? Mon Dieu, fort bon. Laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? Ah, eh bien, oui, parler de quelques petites choses. Comment quelques petites choses? Une action de cette nature. Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là. Oui, cela est Un vrai. fils qui se marie sans le consentement de son père. Oui, il y a quelque chose à dire à cela. Mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Je ne suis pas de cet avis, moi. Et je veux faire du bruit tout mon sou. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait. J'y ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Et je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite. Et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devait baiser les pas, on ne peut pas lui mieux parler quand ce serait vous-même. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison. Et j'ai considéré que dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que me viens-tu conter? Il n'y a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Mais que voulez-vous? Et il y a été poussé par sa destinée. Voici une raison, la plus belle du monde,
On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner et dire, pour excuse, qu'on y a été poussé par sa destinée. Mon Dieu, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Hein. Je veux dire que il s'y est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin, notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Je voudrais bien savoir si vous-même, vous n'avez pas été jeune. Et n'avez pas, dans votre temps, fait des fredaines comme les autres. J'ai ouï dire, moi, que vous avez été autrefois un compagnon parmi les femmes, que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là, et que vous n'en approchiez point, que vous ne poussassiez à bout. Oh. Oh, cela est vrai. J'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Et je n'ai point été faire ce qu'il a fait. Que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient cela de vous, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante. Il lui rend des visites. Il soupire galamment, lui conte des douceurs, fait le passionner. Elle se rend à sa poursuite, il pousse sa fortune. Le voilà surpris avec elle par ses parents, qui la forcent à la main, le contraignent de l'épouser. L'habile fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On n'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt. Il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié. Oui, monsieur. Voudrais-je vous mentir? Il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui. Vous ne le romprez point? Je ne le romprai point. Non? Non. Non? Je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils. Mon fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il était capable de crainte? Et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses? Il n'a garde d'aller dire cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut, pour son honneur et pour le vôtre, qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire. Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Ouais, il ne le fera pas, vous dites. Il le fera ou je le déshériterai. Vous? Moi. Bon. Comment bon? Vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point. Non. 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 Voilà qui est plaisant. Je ne déshériterai pas mon fils. Ah non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même? Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez? Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Va-t'en, Pandare. Va-t'en me chercher mon fripon. Tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je puis vous être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Je vous remercie. Pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Que n'ai-je à cette heure? La fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière. J'avoue que tu es un grand homme, et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent, d'autre part, nous presse pour notre subsistance, et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire.
La machine est trouvée. Non, je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit fidèle pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en mauvais garçon. Oh, oh, oh. Tiens-toi sur un pied. Oh. Et mets la main à côté. Fais les yeux, furibond. Marche un peu en roi de théâtre. Voilà qui est bien. Hein. Suis-moi, j'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure au moins de ne me les point brouiller avec la justice. Va, va, nous partagerons les périls en frères. Et 3 ans de galère, de plus ou de moins, ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Sans doute. Par le temps qu'il fait, nous aurons ici nos gens aujourd'hui, et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu mon homme qui était prêt de s'embarquer, mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions, et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine, je vous réponds de renverser tout cet obstacle, et j'y vais travailler de ce pas. Ma foi, Signor Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Et sans doute. À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, Oui. que si vous aviez, en brave père, bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte que vous avez bien mieux morigéné le vôtre. Ah, sans doute, je serais bien fâché qu'il ne m'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils que vous avez, en brave père, si bien morigéné, avait fait pis encore que le mien? Comment? Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Pourriez-vous lui dire quelque chose de mon fils? Cela se peut faire. Mais quoi encore? Oh, votre scapin dans mon dépit ne m'a dit la chose qu'en gros, et vous pourrez de lui ou de quelque autre être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter un avocat et aviser des biais que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Pourrait-ce être que cette affaire-ci, oh, pire encore que le sien? Pour moi, je ne vois pas ce qu'on ne peut faire de pire. Je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah, vous voilà. Oh mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour. Doucement, parlons un peu d'affaires. Vous souffrez que je vous embrasse. Doucement, vous dis-je. Quoi, vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui. Nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous, que je vous vois en face. Comment?
regardez-moi bien entre deux yeux. Eh bien, Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? ce qui s'est passé. Qu'avez-vous fait dans mon absence? Bon, que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Oh, je ne comprends pas qui veut que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non. Vous êtes bien résolu. C'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin, pourtant, a dit de vos nouvelles. Scapin, Ce mot vous fait rougir. il vous a dit quelque chose de moi. Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire. Nous allons l'examiner ailleurs. Concernant le logis. Il va revenir tout à l'heure. Traître. S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils. Et tu peux bien pour jamais te résoudre à fuir de ma présence. Ah! Me trahir de cette manière! Un coquin qui doit, par sans raison, être le premier à cacher les choses que je lui confie et le premier à les aller découvrir à mon père. Oh, je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Mon cher Scapin, que ne dois-je pas en dire soin que tu es un homme admirable et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah! Vous voilà! Je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites, hein. Vous faites le méchant plaisant, hein? Moi, je vous apprendrai. Monsieur! Ah, Léandre! Convenablement, vous tenez point, je vous prie. Monsieur! Oh, laissez-moi contenter mon ressentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point! Monsieur, que vous ai-je Qu'est-ce que fait? tu m'as fait, traître? Doucement! Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué, on vient de me l'apprendre. Et tu ne croyais pas peut-être que l'on me dût révéler ce secret? Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, ou je vais te passer cette épée au travers du corps. Auriez-vous bien ce cœur-là, monsieur? Parle donc. Je vous assure, monsieur, que je l'ignore. Tu l'ignores? Léandre! Eh bien oui, monsieur, oui, je vous confesse, puisque vous le voulez, que c'est moi, avec mes amis, qui avons bu votre petit carton de vin d'Espagne, dont on vous fit présent il y a quelques jours. Et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de l'eau tout autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Pandare, qui m'as bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai enquerellé la servante, croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour? Ah oui, monsieur. Je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela. Mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. C'est pas ça, monsieur? Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus et je veux que tu me la dises. Monsieur, je me souviens pas d'avoir fait autre chose. Tu ne peux pas parler! Doudou! Il est vrai, monsieur, que il y a 3 semaines que vous m'envoyez à te porter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Je reviens au logis, les habits tout couverts de boue et le visage plein de sang, et vous dit que j'avais trouvé des voleurs qui m'avaient bien battu et qui m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu. C'est toi qui as retenu ma montre. Oui, monsieur. Afin de voir quelle heure il est. Oh, non mais j'apprends ici de jolies choses. Et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore cela que je demande. C'est pas ça. Non, infâme. C'est autre chose encore que je veux que tu me confesses. Peste! Par le vigiate. Ben voilà, monsieur, tout ce que j'ai fait. Ah oui, monsieur! Vous vous souvenez de ce loup-garou, il y a 6 mois, qui vous donna tant de coups de bâton la nuit et vous pensa faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant. Eh bien, c'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. c'était toi, traître, qui faisais le loup-garou. Oui, monsieur.
Seulement pour vous faire peur, et vous ôter l'envie de nous envoyer courir toute nuit, comme vous aviez de coutume. Je saurais me souvenir en temps et lieu de tout ce que je viens d'entendre. Mais je veux venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, Fripon, à mon père. Je ne l'ai seulement pas vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Mais non. Assurément. Assurément, c'est une chose que je m'en vais vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche que je le tiens, pourtant. Avec votre permission, monsieur, il n'a pas dit la vérité. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zarbinette. Et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de venir ici vous dire promptement que si vous ne songez d'ici 2 heures à vous porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous allez perdre pour jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures. Oh, mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Ah, mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin à cette heure qu'on a besoin de moi. Non, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire, et pis encore si tu me l'as fait. Non, non, ne me pardonnez rien. Passez-moi votre épée au travers du corps. Je serais ravi que vous me tuiez. Non, non, je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Point, point. Vous ferez mieux de me tuer. Mais tu es trop précieux, et je te prie de vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toutes choses. Non, tuez-moi, vous dites. Mais de grâce, ne songe plus à tout cela. Pense à me donner le secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose. Pour lui. Le moyen, après une avanie de la sorte, Je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières aux siennes. Et cette insulte, là, sur le cœur. Il faut quitter ton ressentiment. Voudrais-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se voit mon amour? On va venir faire à l'improviste un affront comme celui-là. Oh, j'ai tort, je le confesse. Me traiter de fripon, de coquin, de bandard, infâme. J'en ai tous les regrets du monde. Et vouloir passer son épée au travers du corps. Je t'en demande pardon. De tout mon cœur. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne me point abandonner. Ma foi, Scapin, il se faut rendre à cela. Levez-vous. Une autre fois, ne soyez point si pro. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que le temps presse. Ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Et vous? 200 pistoles. Je m'en vais tirer cet argent de vos pères. Pour le vôtre, la machine est déjà toute trouvée. Et quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, il les faudra moins de façons encore. Car vous savez bien que pour l'esprit, il n'en a pas, grâce au ciel, grande quantité. Et je le livre pour une espèce d'homme à qui l'on fera toujours croire tout ce que l'on voudra. Oh, cela ne vous offense pas. Oh, il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance. Et vous savez assez l'opinion de tout le monde qui veut qu'il ne soit votre père que pour la forme. Tout beau, Scapin. Bon, vous moquez-vous. On fait bien le scrupule de tout cela. Et... Ah, j'aperçois le père d'Octave. Commençons par lui puisqu'il se présente. Allez-vous-en tous deux. Et vous, avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle.
Avoir ce peu de conduite, de considération. Voilà qui rumine. Ça les jeter dans un engagement comme celui-là, de ta jeunesse Monsieur. impertinente. Monsieur, votre serviteur. Bonjour, Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin. Monsieur, la vie est mêlée de traverses, hein. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Et j'ai ouï dire il y a longtemps une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Quoi? Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de son logis, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée. Et ce qu'il trouve qu'il ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie. Et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mon maître, aux injures, aux réprimandes, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières. Et ce qui a manqué à m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui est bien. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis offrir. Et je viens d'aller consulter des avocats pour le faire casser. Enfin, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ce pays-ci. Et vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Hein. Tu as raison. Je le vois bien. Mais quelle autre voie? Je pense que j'en ai trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé à chercher dans ma tête quelques moyens de vous tirer d'inquiétude. Car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants que cela ne m'émeuve. Et de tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière. Je te suis obligé. J'ai donc été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coups d'épée, qui ne parlent que d'échiner et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai mis sur le mariage, lui ai fait voir quelle facilité offrait la raison de la violence pour le faire casser. Vos prérogatives du nom de père et l'appui que vous donnerez auprès de la justice, et votre droit, et votre argent, et vos amis, enfin. Je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelque somme. Et il donnera son consentement à faire rompre le mariage, pourvu que vous lui donnez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? D'abord, des choses, mais par-dessus les maisons. Hein. Et quoi? Bon, des choses extravagantes. Mais encore? Ne parlez pas moi de 5 ou 600 pistoles. 5 ou 600? Mais chèvre cartel qui le puisse serrer, se moque-t-il des gens? C'est ce que je lui ai dit. Et j'ai rejeté bien loin de pareilles propositions. Elle lui a bien fait entendre que vous n'étiez point une dupe pour vous demander de 5 ou 600 pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voilà où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà autant, m'a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée. Je suis apprêt à m'équiper. Et le besoin que j'ai de quelque argent fait consentir, malgré moi, à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service. Hein, oui. Et je n'en saurais avoir un tant soit peu raisonnable à moins de... Oh là là, bah, oui, non, 60 pistoles. Bien. Pour 60 pistoles,
je les donne. Faudra le harnais et les pistolets. Et cela ira bien à 20 pistoles encore. 20 pistolets 60, ce serait 80. Ah ouais, justement. C'est beaucoup. Bon. Si. Bon. Si. Non, mais... Si. Oui, mais... Soit. Je consens à cela. Faudra encore le cheval pour monter mon valet. Et qui coûtera bien 30 pistoles. Comment diantre qu'il se promène, il n'aura rien du tout. Mais monsieur... Non, c'est un impertinent. Vous voulez que son valet aille à pied? Qu'il aille comme il lui plaira, et le maître aussi. Mais monsieur, à quoi vous arrêtez-vous là? N'allez pas plaider, je vous prie. Et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Eh bien, soit. Je me résous à donner encore ces 30 pistoles. Il me faudra, m'a-t-il dit, un mulet pour Oh, porter... mais qu'il aille au diable avec son mulet sans étrou et nous irons devant les juges. De grâce, monsieur. Non, je ne ferai rien. Mais un petit mulet. Je ne lui donnerai pas seulement un arme. Considérez. Non, j'aime mieux plaider. Mais monsieur, de quoi parlez-vous là? Et à quoi vous résolvez-vous? Mais jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction. Combien de procédures embarrassantes. Combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur, juge et leur clerc. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un coup de pied au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits et vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra un beau denier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera pas lorsqu'on plaidera votre cause ou dira des raisons qui ne feront que battre la campagne et n'iront point au fait. Le greffier délivrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraiera les pièces et le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu. Et quand, par toutes les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré tout cela, vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous ou par des gens dévots ou par des femmes qu'ils aimeront. Et monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. Combien est-ce qu'il fait monter le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le harnais, les pistolets, et pour payer quelques petites choses qu'il doit encore à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. « 200 pistoles. Oui. Allons, allons. Nous plaiderons. Faites réflexion. Je plaiderai. Mais vous allez pas jeter. Je veux plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit. Il vous en faudra pour le contrôle. Et il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation, conseils, productions et journées du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats. Il vous en faudra pour avoir le droit de retirer le sac, pour les grosses écritures. Il vous en faudra pour le rapport du substitut, les épices de conclusion, l'enregistrement du greffier, façon d'appointement, sentences et arrêts, contrôle, signature et enregistrement de leur clerc. Sans compter tous les présents qu'il vous faudra faire. Donnez cet argent-là à cet homme-ci. Vous voilà hors d'affaires. Comment? 200 pistoles.
Ah oui, vous y gagnerez. J'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de la justice. Hein. Et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, vous en aurez de reste, pour le moins 150. Sans compter les soins, les pas et les chagrins que vous épargnerez. Ah, quand il n'y aurait à essuyer que les sottises que disent le méchant plaisant d'avocat, j'aimerais mieux donner 300 pistoles que d'avoir à plaider. Je me moque de ça et je défie les avocats de rien dire de moi. Vous ferez ce qui vous plaira. Mais si j'étais que de vous, je fuirais les procès. Je ne donnerai point 200 pistoles. Voici l'homme dont il s'agit. Scopin! Fais-moi connaître un peu cet Argante qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Ah, je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne consentira pas aux 200 pistoles. Il dit que c'est trop. Par la main, par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je le veux échiner du sage à trop tout vu. Monsieur, ce père d'Octave a du cœur. Et peut-être ne vous craindra-t-il pas. Lui, par la sang, par la tête. S'il était là, je lui donnerais tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur. Non, non, ce n'est pas lui. Est-ce moi quelqu'un de ses amis? Non. Au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oui, monsieur. Ah, parbleu, j'en suis ravi. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce... Facon d'Argante? Hey! Oui, je vous en réponds. Touchez-la. Touchez! Je vous donne ma parole. Et je vous jure, sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurais faire, qu'avant la fin du jour, je vous déferai de ce mort épée. Facon d'Argante, reposez-vous sur moi. Eh, monsieur, les violences ne sont guère souffertes en ce pays. Je me moque de tout et je n'ai rien à perdre. Monsieur, il se moque de cela. Et il y a des parents, des amis, des domestiques, dont il se fera un secours contre votre ressentiment. C'est ce que je demande, morbleu, c'est ce que je demande. Ah, ventre! Que ne les trouvais-je à cette heure avec tout son secours? Que ne paraît-il à mes yeux au milieu de 30 personnes? Que ne les vois-je fondre sur moi les armes à la main? Comme un maraud! Vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Alors, morbleu, tue! Quartier, donnant enfer! Bouchon! Bourdieu, bonhomme! Wakoka! Wakanaï! Vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter votre sou! Soutenez, Marot! Soutenez! Oh non! À cette botte! À cette autre! À cette tue! À celle-là! Comment vous reculez? Bien ferme, morbleu! Bien ferme! Hé, monsieur, nous n'en sommes pas. Cela vous apprendra à vous oser jouer à moi! Eh bien, monsieur, vous voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles. Oh, sus, je vous souhaite bonne fortune. Scapin! Plaît-il? Je me résous à donner les 200 pistoles. Oh, monsieur, j'en suis ravi, pour l'amour de vous. Allons le trouver, je les ai sur moi. Mais vous n'avez qu'à me les donner. Non, et puis, il ne faut pas, pour votre honneur, que vous paraissiez là après avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes. De plus, je craindrais qu'en me faisant connaître, il n'allât s'aviser de vous demander davantage. Oui, mais j'aurais été bien aise de voir comme je donne mon argent. Est-ce que vous vous défiez de moi, monsieur? Non pas, mais... Parbleu, je suis un fourbe ou je suis honnête homme, c'est l'un des deux. Voudrais-je vous tromper?
Qu'est-ce que j'ai dans tout ceci d'autre intérêt que le vôtre et celui de mon maître, à qui vous voulez vous allier? Si je vous suis suspect, je ne me mêle plus de rien. Alors, vous n'avez qu'à chercher dès 7 heures qui accommodera vos affaires. Tiens donc! Non! Ne me confiez point votre argent! Je serais bien aise que vous vous serviez de quelque autre. Mon Dieu me tient! Mais non, vous dis-je, monsieur! Ne vous fiez point à moi! Que sait-on si je ne veux point vous attraper votre argent? Tiens, te dis-je, ne me fais point contester davantage! Mais songe à bien prendre tes sûretés avec lui. Laissez-moi faire, monsieur. Il n'a pas affaire à un sot. Je vais t'attendre chez moi. Je ne manquerai pas d'y aller. Et je n'ai qu'à chercher l'autre. À ma foi, le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets. Ciel! Ah, disgrâce imprévue! Ah, misérable père! Pauvre Géronte! Que feras-tu? Que dit-il là de moi, avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici! Il faut qu'il soit caché, en quelque endroit, qu'on ne puisse point deviner. Mais oh là! Es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Ah, monsieur! Il n'y a pas moyen de vous rencontrer? Oui, il y a 1 heure que je suis devant toi! Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur? Quoi? Monsieur? Votre fils Bah, eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce, la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt, tout triste, de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé ces mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités, donné la collation. Nous avons mangé les fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur. Nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Il m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par moi tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment? Oh, diantre! 500 écus? Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 ans. Oh! Oh! Le bonnard de Turc m'assassinait de la façon! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des frères un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Mais ne songez pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin! Va-t'en! Vite! Dire à ce Turc que je m'en vais envoyer la justice après lui! La justice en pleine mer? Vous moquez-vous des gens? Que diable
diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut... Scapin. Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place. Jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Monsieur, songez-vous à ce que vous dites là? Et vous imaginez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette galère? Ne songez pas à ce malheur! De grâce, monsieur, dépêchez! Tu dis qu'il demande 500 écus! 500 écus, mais n'as-tu point de conscience? Oui, vraiment, oui, de la conscience, un Turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Ben oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Oh, croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez! Voici la clé de mon armoire. Bon. Tu l'ouvriras. Fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche qui est celle de mon grenier. Ouais. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Monsieur, rêvez-vous. Je n'aurai pas 100 francs de ce que vous dites là. Et de plus, vous savez, le peu de temps qu'il m'a donné. Que diable allait-il faire à cette galère? Oh, que de paroles perdues! Mais laissez là cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie. Et quelle heure que je parle? On t'emmène, esclave, en Alger. Et le ciel sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin. Comment on va équérir cette somme? Dépêchez-vous, monsieur. Je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus? Oui. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y avait-il point d'autre promenade? Cela est vrai, mais faites promptement. La maudite galère! Cette galère nous tient au cœur. Oh, tiens, Scapin. Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Je ne croyais pas qu'il dût m'être aussitôt ravi. Oh, tiens, Scapin, va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi, un voleur. Laissez-moi faire. Qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui. Que je ne lui donne ni à la mort ni à la vie. Va bien. Et que si jamais je l'attrape, oh,
venger de lui. Oui, Va vite requérir mon fils. oui. Oh là, monsieur! Quoi? Où est donc cet argent? Ne te point donné. Ah non, monsieur, vraiment, Oh! Vous l'avez remis dans votre poche! Oh, c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Maudite galère! Oh, traite dure qu'à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache, mais il n'en est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Eh bien, Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Voilà 200 pistolets que j'ai tirés de votre père. Que tu me donnes de joie! Pour vous, je n'ai pu faire rien. Il faut donc que j'aille mourir et je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est tenté. Voilà, doucement, du diable. Vous allez vite, hein? Que veux-tu que je devienne? Tenez, j'ai votre somme ici. Ah, tu me redonnes la vie? Oui, mais il faut que vous me promettiez à moi une petite vengeance sur votre père pour le tour qu'il m'a joué. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin. Oui. Voilà vos 500 écus. Oh, allons-en promptement racheter celle que j'adore. Oui, vos amants ont arrêté tous deux que vous fussiez ensemble et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Un tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte. Et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque. Pour l'amour, Ouais. c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et je n'y suis pas si hardie. Vous l'êtes, que je crois, contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Je ne m'y fie encore que de la bonne sorte. Et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée et sans cesse je ris. Mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir achetée pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. C'est en effet comme il l'entend. Et le prétend à vous qu'en tout bien tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je veux croire puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cet avantage, au moins, que vous savez de qui vous attenez et que l'appui de vos parents, que vous pouvez faire connaître, est capable d'ajuster tout, peut assurer votre bonheur et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Mais pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être et on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais au moins, avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez? Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête. Et ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas, pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées?
être d'aimer lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez? La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Oh, mon Dieu, Scapin, oh, fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant, du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un con, et que je le paye assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Voilà Sylvestre, qui s'acquittera de cela aussi bien que moi. J'ai en tête quelques petites vengeances dont je veux goûter le plaisir. Pourquoi, de gaieté de cœur, veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit. Tu quitterais le dessein que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser? À de quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh bien, c'est au dépend de mon dos et pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Je vous irai rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément on m'ait mis en état de me trahir moi-même et de découvrir des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Commandant! Alors que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui. Mais qui? Mais le frère de cette fille qu'Octave va épouser. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et pour se venger, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai même vu de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent ce qu'ils trouvent et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison. De sorte que vous ne sauriez aller chez vous. Vous ne sauriez faire un pas, ni à droite, ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Je ne sais pas, monsieur. Et voilà une étrange affaire. Oh, je tremble pour vous. Depuis les pieds jusqu'à la tête. Attendez! Non, ce n'est rien. Saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de cette peine? J'en imagine bien un. Mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. Ah, j'ai une tendresse pour vous, qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure, et je te promets. Cet habit-ci, quand je l'aurai un peu usé. Attendez! Voilà une affaire
que je me suis trouvé fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac. Non, les personnes. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous preniez garde de ne pas bouger. Quelque chose qui puisse arriver. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et vous porterez ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison, où, quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Hein? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Là. Prenez garde. Mettez-vous bien jusqu'au fond du sac. Et surtout, prenez garde de ne vous point montrer et de ne branlez pas quelque chose qui puisse arriver. Mais laisse-moi faire, mais je saurais me tenir. Cachez-vous. Voilà un spalassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ce Géronte. Et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est. Ne branlez pas. Codélis, je les trouverai. Se cacha-t-il au centre de la terre? Ne vous montrez pas. Oh! L'homme au sac. Monsieur, je te baille un louis et m'enseigne où peut être Géronte. Oh, vous cherchez le seigneur Géronte, monsieur. Vous cherchez le seigneur Géronte, monsieur. Eh oui, mordi, je le cherche, hein. Ah, et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui. Je veux, Codélis, les faire mourir sous les coups des bâtons. Oh, monsieur! Les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, hein. Et je n'ai pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est Fa de Géronte. Ah, c'est Marot. Ah, c'est Bélitre. Ah, oh, monsieur, le seigneur Géronte n'est ni Fa, ni Marot, ni Bélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'une autre façon. Mais comment tu me parles à moi, avec cette hauteur? Et je défends, comme je dois, un homme d'honneur, qu'on offense. Ah! Es-tu de ses amis, de ses Fa de Géronte? Oui, monsieur, j'en suis. Ah, Codélis, tu es de ses amis. Ah, mais voilà pourquoi tu me dis pas mes amis, alors voilà des... Oh, mais regardez le petit bastone qui va te faire vivre. Tiens, voilà ce que je te baille pour lui. Oh, monsieur! Oh, doucement! Non, monsieur! Tout beau! Tiens! Porte-lui cela de la part! Adieu, Das! Oh, peste soit du Gascon! Oh, monsieur, je suis tout moulu. Oh, et les épaules me font un mal épouvantable. Mais comment? Mais c'est sur les miennes qu'il a frappé. Non, monsieur, c'est sur mon dos qu'il frappait. Comme tu dis, j'ai bien senti les coups. Et ils sont bien encore. Nenni, monsieur, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devais donc t'éloigner un peu plus loin pour m'épargner. Prenez garde.
En voici un autre. Qui a la mine d'un étranger. Parti. Moi, courir comme un pasque, hein, et moi ne pauvre point trouver. Stine, mon cher Géronte, que moi cher. Cachez-vous bien. Dites-le-moi un peu, vous. Bon, sur l'homme. S'il vous plaît. Vous, ne point savoir où l'est Chironte, que moi cher. Non, monsieur. Je ne sais pas où est Géronte. Dites-le-moi, vous, franchement. Moi, les vouloir pas grand-chose, Ali. Laisse les menteurs pour lui donner une petite régale sur les dos d'une douzaine de coups de baston. Et de 3 ou 4 coups d'épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. Oh. Il me semble que j'allais voir remuer quelque chose dans le sac. Pardonnez-moi, monsieur. Bon, là, assurément, quelque histoire là tout. Ah non, pas du tout, monsieur. Moi, l'avoir envie de lui donner un petit coup d'épée dans des sacs. Oh, monsieur, gardez-vous-en bien. Montrez-moi un peu, vous, ce que c'est estre-là. Oh, monsieur, tout beau. Oh, monsieur, comment tout beau. Mais vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, j'allais vouloir voir, Non, vous ne le verrez pas. Oh, quelle bâtiment. Ce sont arbres qui m'appartiennent. Et... Oh. Montrez-le-moi, vous. Que dis-je? Là. Je n'en ferai rien. Toi, ne faire rien. Non. Moi, pailler d'este bastone sur les épaules de toi. Je me moque de cela. Aïe. Oh, toi faire les trolls. Hey, jusqu'au revoir. L'être là, une petite leçon pour lui apprendre à toi à lui parler. Insolentement. Peste soit du bas du nœud. Je suis roué. Ah, monsieur, je suis mort. Pourquoi il fallait toujours qu'il frappe sur mon dos? Prenez garde. Voilà, une demi-douzaine de soldats, monsieur. Monsieur. Non, mais. Hello! Cachons à chercher ce Géronte! Cherchons partout! N'épargnons point nos pas. Accourant dans toute la ville. N'oublions aucun lieu. Visitons tout. Faire comme tous les côtés. Hey, camarade, par où irons-nous? Eh bien, faire comme par là. Non,
Paraissez. Oh, à gauche. À droite. Non, non, non. Non, s'il vous plaît, à gauche. Non, à droite. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et droite, et gauche, droite, et gauche, droite, et gauche. Et droite, et gauche, et droite, et gauche, et gauche. Voilà. Cachez-vous bien. Ah, camarade. Ouais, ouais, ouais. Voici son vol. Allons, coquin. Il faut que tu nous enseignes. Où est ton maître? Ah, non, messieurs, mais... ne me maltraitez pas. Messieurs, allons, dis-nous où il est. Aïe, parle, aïe, hâte-toi, aïe, expédiant, aïe, dépêche, vite, aïe, tombe, doucement, messieurs. Si tu nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une onde un coup de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir, mon maître. Nous allons t'assommer. Faites ce qui vous plaira. Tu veux être battu? Je ne découvrirai point mon maître. Tu veux en tâter? Voilà. Infâme! Traître! Scélérat! Mais c'est ainsi que tu m'assassines! Tu me le paieras, je te jure! La plaisante histoire et la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à tout cela et vous n'avez que faire d'en rire! Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi! De vous? Oui! Comment? Qui songe à se moquer de vous? Mais pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Cela ne vous regarde pas. Et je ris tout à chaque d'un conte qu'on vient de me faire. Le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père. Pour en attraper de l'argent. Oui. Pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous dire l'affaire. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire par des contes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle Égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas, et le voilà d'abord, comme tous les jeunes gens, qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient, et il les trouva disposés à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent.
Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez. Ne me saurais-je souvenir de son nom? Ah, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Oh non. Ah, il y a son nom du... Honte. Non. J'ai honte. Oui, j'ai honte, justement. Voilà mon village, je l'ai trouvé. C'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre faute d'argent si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Ah, coquin que tu es! Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Que diable allait-il faire à cette galère? Oh, maudite galère!
riez point de mon compte. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait. Que l'Égyptienne est une mal avisée, une impertinente de dire des injures, un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui sera, par Géronte, envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Oh, je viens de m'en douter. Et je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Comment son histoire? Oui, j'étais toute remplie du conte et je brûlais de le redire. Mais qu'importe, tant pis pour lui. Je ne vois pas que les choses pour nous en puissent être ni pire ni mieux. Vous aviez grande envie de babiller et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris cela de Calcoutre? Hola, Sylvestre! Rentrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Vous vous êtes donc accordé, coquin. Vous vous êtes accordé, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber. Et vous croyez que je l'endure? Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains et je vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Oh, nous verrons cette affaire, Pandard. Nous verrons cette affaire et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Seigneur Ardente, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Le pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même Pandard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Oh, il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a aussi traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me la paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Mais au ciel que dans tout ceci, je n'ai point ma part. Mais ce n'est pas encore tout, Seigneur Ardente. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille dont je faisais toute ma consolation et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau et sa barque. Et pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente? Et ne vous être pas donné la joie de l'avoir avec vous? J'avais mes raisons pour cela et des intérêts de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir fort secret ce second mariage. Mais que vois-je? Mais te voilà, nourrice! Seigneur Pandolfe! Appelle-moi Géronte! Et ne te sers plus de ce nom! Les raisons ont cessé qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous à Tarente! Oh là, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Où est ma fille? Et sa mère? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Oh, mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement où, faute de vous rencontrer, je me suis trouvé avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Oh ciel! Quelle rencontre! Mène-nous promptement où elle est! Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Passe devant! Suivez-moi, Seigneur Argante! Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. La Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un est que l'affaire d'Octave est accommodée, notre Hyacinthe s'est trouvé la fille du seigneur Géronte, et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables, et surtout le seigneur Géronte. Cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal. Et ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi, les fils se pourraient bien raccommoder avec les pères, et toi demeurer dans la nasse. Laisse-moi faire. Je trouverai moyen d'apaiser leur courroux. Retire-toi, les voilà qui sortent! Laissez-moi, ma fille. Ma joie aurait été parfaite
Si j'y avais pu voir votre père avec vous. Voici Octave, tout à propos. Mais venez, mon fils. Venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel. Non, mon père! Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas. Je sais tout ce qu'il faut savoir. Je veux te dire que la fille du seigneur Géronte... La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. C'est elle. Non, monsieur, je vous demande pardon, mes résolutions sont prises. Écoutez. Non, tais-toi, je n'écoute rien. Ta femme. Non, vous dis-je, mon père. Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Oui, vous avez beau faire. La voilà, celle à qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie et je ne veux point d'autre femme. Eh bien, c'est elle qu'on te donne. Quel diable d'étourdi qui suit toujours sa pointe. Oui, Octave! Voilà mon père que j'ai trouvé et nous nous voyons hors de peine. Allons, venez chez moi, nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Mon père, je vous demande par grâce que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Comment? Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez 1000 sottises de moi-même? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Et je ne vous connaissais que de réputation. Comment, quelle réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel et je réponds de sa vertu. Oh, voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle? Une fille inconnue qui fait le métier de coureuse. Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue. Sans naissance et sans bien, ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, que ce sont eux qui l'ont dérobée à l'âge de 4 ans, et voici un bracelet qu'ils m'ont donné qui pourra nous aider à retrouver ses parents. Hélas, à voir ce bracelet, c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille? Mais oui, ce l'est. Et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Oh ciel! Que d'aventures extraordinaires! Ah, messieurs! Il vient d'arriver un accident étrange. Quoi? Le pauvre scapin. C'est un coquin que je veux faire pendre. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt. Et il a prié qu'on l'apportât ici afin de vous parler avant que de mourir. Où est-il? Le voici. Ah, messieurs. Ah, vous me voyez dans un étrange état. Messieurs, avant que de mourir, je vais demander pardon à toutes les personnes que je puisse avoir offensées. Oui. Avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de vouloir bien me pardonner puis pour tout ce que je puis vous avoir fait. Et principalement le seigneur Argante et le seigneur Géronte.
Aïe, 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 Pour moi! Je te pardonne. Va! Meurs en repos! c'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton. Ne parle pas davantage. Je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi, hein, que les coups de bâton. Laissons cela. Ah, j'ai en mourant une douleur inconsolable. Des coups de bâton. Mon Dieu, tais-toi. Les malheureux coups de bâton. Tais-toi, te dis, j'oublie tout. Hélas, quelle bonté. Mais est-ce de bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez les coups de bâton? Mais oui, je te pardonne tout. Ne parlons plus de rien. Voilà qui est fait. Oh! Oh! Je me sens soulagé depuis cette parole. Je te pardonne, à la charge que tu mourras. Pardon, monsieur. Je me dédie de ma parole si tu réchappes. Voilà mes faiblesses qui me reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner, sans condition. Soit. Allons dîner ensemble, pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure.